Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, on parle de droit de la construction avec Maître Nadine Arsenault. Maître Arsenault, bonjour et bienvenue. Bonjour. Maître Arsenault, je dis droit de la construction, puis ça m'apparaît tellement vaste comme sujet. Alors, quand je vous ai invité, vous m'avez dit « De quoi veux-tu que je parle? » Je dis « Choisis, parce qu'il y en a tellement à dire. » Alors là, on est suspendu à vos lèvres. De quoi parle-t-on aujourd'hui en droit de la construction? Premièrement, le droit de la construction, ce qu'il faut savoir en partant, c'est que le droit de la construction englobe un paquet de législation puis de réglementation qui s'applique spécifiquement à cette industrie-là. Donc, il peut arriver pour des particuliers qui, dans le cadre de leur vie de tous les jours, vont devoir acquérir une propriété ou vont avoir différents travaux à effectuer sur leur propriété et vont se ramasser nécessairement des fois avec des problématiques qui sont particulières à cette industrie-là. Par exemple, dans l'actualité récemment, on a des entrepreneurs en construction sur la Rive-Nord de Montréal, des particuliers qui ont acheté des propriétés. Une fois notariés, se sont ramassés avec des hypothèques légales de la construction pour des entrepreneurs qui n'avaient pas été payés. Donc, on pourrait parler de ça ce matin. Bon. Je pense qu'on pourrait aborder ce problème-là qui touche le quotidien du monde. Oui, et qui est, somme toute, assez fréquent. Fait que peut-être nous dire... Je pensais pas que... Je pensais que... bien là, je ne lance pas la pierre au notaire, mais je pensais que le notaire, quand il faisait son examen des titres, devait s'assurer qu'il n'y avait pas ce genre de problème-là. Mais avant, je vais vous laisser nous expliquer qu'est-ce que c'est l'hypothèque légale de la construction. Donc, l'hypothèque légale de la construction, c'est un droit qui existe pour un entrepreneur ou un fournisseur de matériaux qui a apporté une plus-value à l'immeuble en construction. Bon. Ici, on aime bien fonctionner par exemple. Moi, je suis le sous-traitant... Oh mon Dieu, je siffle, c'est mes dents. Je suis le sous-traitant de je sais pas, là, de quelque chose qui est quand même assez, disons, la brique, là, ou quelque chose comme ça qui a une grande valeur. Bon. Oui. Alors, je sais pas, moi, c'est une belle grosse maison, là, j'en ai pour 75 000 de briques. Puis là, je suis l'entrepreneur, je suis pas habitué de travailler avec. Je voudrais être sûr d'être payé. Qu'est-ce que je fais? Bon, généralement, l'entrepreneur en construction va communiquer avec un professionnel du droit, par exemple un avocat comme moi, pour pouvoir dénoncer son contrat, qui est l'étape première dans le processus d'une hypothèque légale. Donc, l'entrepreneur va aviser le propriétaire qu'il a obtenu un contrat auprès de l'entrepreneur général pour effectuer des travaux à cette adresse-là. D'accord. Donc, il va l'informer de la valeur de son contrat et de cette façon-là, le particulier qui est propriétaire de la propriété va être informé que l'entrepreneur général a donné un sous-contrat à un autre entrepreneur. Donc, si je suis le propriétaire, je reçois un avis me disant, bon, Monsieur X, je suis Monsieur X de telle compagnie, j'ai donné le contrat à l'entrepreneur Arsenault de me construire, de fournir la brique. Non, c'est-à-dire, c'est le contraire. J'ai reçu une demande de fournir la brique. J'en ai pour 80 000 de briques à fournir. Assurez-vous, avant qu'il soit totalement payé, que je sois payé. Exactement. Bon, ça, c'est la dénonciation. C'est la dénonciation qui est l'étape préalable pour pouvoir ouvrir éventuellement à la possibilité à l'entrepreneur de prendre son hypothèque légale. Donc, bien important de savoir qu'il peut y avoir... Donc, mais les gens qui reçoivent ça, est-ce qu'ils doivent paniquer ou se dire « Mon entrepreneur n'est pas solvable, mon Dieu, que j'ai fait là? » Non, il faut pas paniquer en recevant cet avis-là. C'est un avis tout simplement au propriétaire qui veut tout simplement mettre en garde comme quoi, écoutez, on a un contrat à cette adresse-là, on n'a pas de lien contractuel avec vous, mais on a un lien contractuel avec la personne à qui vous avez demandé de construire la maison. Okay. C'est une étape préalable qui est nécessaire, est absolument essentielle à la prise d'hypothèque légale future. Parce que l'hypothèque légale,
Elle n'apparaît pas à nulle part pour le moment dans l'histoire. Elle est occulte. Elle existe par le simple fait de la loi. Là. OK. Donc, si je suis le... Parce que là, je change de chapeau. Si je suis le fournisseur de matériaux, peu importe, je veux m'assurer que je serai payé. Ça pourrait être 5 000 $. Je pourrais le faire quand même. Puis dire, moi j'ai donné des contrats. Fait que si le propriétaire il en reçoit pour 3 fois le prix de sa maison, il devrait se poser des questions. Effectivement. Bon, mais sinon, on fait le calcul, puis on se dit, bon, ben OK, c'est conforme. Là, j'avais donné la brique, c'était 80 000 à peu près. Là, donc, on est target, comme on dit en français. En fait, le propriétaire doit, à ce moment-là, allumer sur un point, c'est que en recevant cette correspondance-là, il devrait nécessairement demander une quittance finale avant de finaliser son paiement avec l'entrepreneur général pour s'assurer que cet entrepreneur-là ou ce fournisseur de matériaux-là va être payé complètement et entièrement avant pour la fin du projet. OK. Puis quand on en parle, ben, j'ai envie de dire peut-être, ou c'est à vous de nous le dire, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Est-ce que je me trompe? C'est pas... Pour les communs des mortels, là, si j'ai décidé de contracter moi-même ma maison, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai certaines expériences, je vais faire un suivi comptable pour ça. Il y a un suivi à faire. Effectivement. Il y a un suivi de quittance à faire. Et c'est très, très important pour le propriétaire, qu'il soit autoconstructeur ou qu'il donne le contrat à un entrepreneur général. C'est très important qu'il s'assure de faire cette comptabilité-là, cette gestion-là. Et s'il n'a pas le temps ou il pense ne pas avoir la compétence pour le faire, il y a des professionnels, comme les avocats ou les notaires, qui peuvent faire ce travail-là, moyennant quelques frais. Mais quand on pense ce que ça coûte au niveau curatif, une fois que l'hypothèque légale est là, mieux vaut payer d'avance et d'avoir de l'aide pour la gestion de ces quittances-là. Un espèce de contrôleur de coûts, là. Pour valider, d'obtenir les quittances avant de faire les paiements. Non. Et non seulement les quittances, mais être sûr que les organismes de régulation dans l'industrie soient payés. Parce que non seulement... C'est ça. Donc, non seulement l'entrepreneur peut mettre une hypothèque légale, mais si les employés de cet entrepreneur-là ne sont pas payés, ils peuvent faire une plainte de salaire auprès de la Commission de la construction du Québec. Et il est possible, s'il n'y a pas d'entrepreneur général et qu'on est en autoconstruction, c'est possible que la Commission de la construction publie une hypothèque légale de la construction sur la propriété pour les salaires non payés aux travailleurs. Okay. Donc, c'est une gestion de quittance et de lettres qui est majeure parce que c'est l'investissement majeur dans la vie du monde. Une propriété, habituellement, c'est l'investissement majeur dans leur vie. Et là, quand on parle de quittance, peut-être rappeler aux gens que la quittance, c'est vous assurer que le sous-traitant qui vous envoie une lettre, pour dire « j'en ai pour 80 000 de briques », que lui signe un document disant « j'ai été payé, c'est beau ». J'ai payé mes employés. Il y a toutes sortes de petits détails qui résultent sans doute d'une époque où c'était le Far West dans la construction. Ça se peut? Bien, effectivement. Bon, il y a énormément de règles. Et la problématique, c'est que si on ne connaît pas ça, c'est facile que ça dérape. Okay. C'est facile que ça dérape. Puis quand on se ramasse en mode curatif, parce que l'hypothèque apparaît sur le registre foncier et qu'on reçoit l'huissier à la maison et qu'on a payé totalement l'entrepreneur et tous les travaux, puis on se ramasse à payer deux fois. Là, justement, je voulais vous amener là, à partir du moment où, bon, la construction est faite, je pense avoir tout réglé, tout payé, je suis satisfait. Et puis là, l'huissier se présente à la porte. À part d'appeler mon notaire ou mon avocat. Mais je reviens au notaire, je vous disais tantôt. Évidemment, le notaire va intervenir si c'est un achat. Donc, le notaire... Parce que là, quand vous parliez de l'exemple au début de l'émission, sur la Rive-Nord de Montréal, des problèmes avec... C'est l'entrepreneur qui jouait dans je sais pas bien, en fait, selon les informations que j'ai obtenues, l'entrepreneur n'aurait pas payé les fournisseurs. Et dans les 30 jours qui suivaient la fin des travaux, les fournisseurs ont publié une hypothèque légale de la construction. Donc, au moment de la transaction, il n'apparaissait rien au registre foncier,
Mais comme l'hypothèque légale est une hypothèque occulte, qu'on ne voit pas au registre foncier, et qu'elle survit 30 jours suivant la fin des travaux, si les travaux ne sont pas tout à fait complétés au moment de passer la transaction, par exemple, il reste le revêtement extérieur à faire sur la propriété, en raison des raisons climatiques, des fois, on peut retarder certains travaux au printemps ou un peu plus tard. Donc, à partir du moment que les travaux sont terminés, l'entrepreneur a 30 jours pour publier son hypothèque, s'il a dénoncé son contrat. Bon. Et là, je reviens. Là, je ne veux absolument pas lancer la balle au notaire, mais d'après moi, quelqu'un qui va avoir un problème, un juriste qui va avoir un problème sur la Rive-Nord, parce que si je fais affaire avec un spécialiste en droit immobilier, je vais vouloir m'assurer que je n'aurai pas ce genre de problème-là par la suite. Effectivement. Alors, donc, il y aurait... En tout cas, on ne connaît pas les détails, là, mais on pourrait se dire que... parce que je ne voudrais pas semer la panique dans l'esprit des gens. Votre notaire, la transaction qui se fait chez le notaire est censé savoir ça, s'assurer qu'il ne débourse pas, ne paye pas avant que tous les délais soient écoulés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi permet à un particulier, en fait, dans le Code civil du Québec, c'est prévu, on peut retenir des sommes en échange de quittance finale des entrepreneurs. Ne pas se contenter d'une simple déclaration de l'entrepreneur général disant qu'il a payé tout le monde, mais bien de s'assurer d'obtenir une quittance de l'ensemble des entrepreneurs qui ont travaillé sur le chantier de votre propriété. Et de cette façon-là, on sécurise le tout. Donc, c'est possible, la loi permet de le faire, de retenir donc une somme équivalente à 5 ou 10 qu'on va garder au final et qu'on va payer à la toute fin moyennant l'échange avec les quittances finales. Ça, c'est ce qu'on retrouve habituellement dans les... C'est encore le temps de la grippe qui n'est pas tout à fait fini. C'est ce qu'on retrouve dans les gros contrats de construction institutionnels, etc. Il y a un montant qui est gardé pendant un an pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Oui. En fait, en matière résidentielle, c'est possible de le faire, mais la plupart des contrats qui régissent entre l'entrepreneur général et le particulier lorsqu'il signe son contrat de propriété, les entrepreneurs généraux ont tendance à demander de renoncer à ce droit-là. Ouais. Mais le Code civil permet à une personne de le faire. Okay. Donc, moi, je recommande à mes clients, généralement, de retenir des sommes d'argent pour s'assurer au niveau de l'obtention de la quittance finale. Okay. Ce qui fait que je suis encore en train de me dire, on ne voudrait pas semer la panique dans l'esprit des gens. Là. Il y a des règles. Énormément. Puis là, je ne fais pas de corporatisme en disant, contactez votre notaire, contactez un avocat ou une avocate qui est spécialisé ou qui connaît suffisamment la matière pour dire, OK, faites ça, assurez-vous de ça. Une consultation préventive, c'est mieux qu'une intervention parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de défense quand la procédure a été faite. Évidemment, il y a, le classique, là, je le sais parce que je le vis, moi. Vous représentez, là, je ne veux pas vous cantonner, mais vous représentez plus des entrepreneurs. De façon générale, mais je représente parfois... Et moi, je représente plus des sous-traitants ou des particuliers. Et le classique, à tort ou à raison, là, je ne lance pas la pierre, c'est l'entrepreneur général va dire ton travail était mal exécuté. Là, puis ça finit par durer un certain temps. Maintenant, de plus en plus, on cherche, parce que personne n'y trouve son compte là, d'aller traîner devant un tribunal. Ça coûte horriblement cher d'aller devant les tribunaux. Le seul avantage, je te dis, on va essayer de régler cette affaire-là. On essaie de régler. D'ailleurs, les nouvelles dispositions au niveau du Code de procédure civile invitent les juristes à recommander à leurs clients des voies alternatives aux tribunaux. D'ailleurs, c'est très coûteux d'aller devant les tribunaux et c'est très long avant de pouvoir obtenir jugement. Et entre-temps, il reste que si les sommes n'ont pas été consignées, il y a toujours ces charges-là qui apparaissent sur le registre foncier. Et si, entre-temps, pour différentes raisons, vous voulez vendre la propriété, bien, ça pose problème. Ça pose problème. J'ai eu connaissance d'un cas où l'entrepreneur a fait faillite. Le syndic réclamait du promoteur. Le promoteur disait que le travail a été mal exécuté. Ça fait
ça fait des dossiers qui traînent. Là, l'entrepreneur faillit, collabore plus ou moins. Bref. Alors que l'objectif premier du particulier, c'est d'avoir une maison, une propriété pour héberger sa famille, puis d'être confortable. C'est le projet de sa vie, là. Pas se retrouver dans un... Est-ce qu'au niveau, au niveau des garanties, il existe des garanties, je vais dire une niaiserie, qui garantissent le travail de l'entrepreneur? Il y a des garanties, je pense... là, quand je dis « je pense », il y en a. Il y en a, effectivement. Si on fait affaire avec un entrepreneur général, donc je mets de côté le volet de l'autoconstruction, on donne un contrat, on signe un contrat en bonne et due forme avec un entrepreneur qu'il doit être accrédité auprès de la garantie résidentielle. D'accord. Donc la GCR. Depuis quelques années, le gouvernement oblige... Commencez pas avec vos acronymes, vous. Alors... Donc, le gouvernement oblige la garantie résidentielle obligatoire. Cette garantie-là est pour 5 ans. Donc, il y a un processus là, de réclamation qui existe, qui est assez complexe quand même, je vous dirais. Mais la recommandation ultime, s'il y a des problématiques, comme je le dis toujours à mes clients, prenez des photographies et documentez votre dossier. Tout le monde a des cellulaires, tout le monde a des téléphones intelligents. Prenez plus de photos que moins. Documentez votre dossier. C'est beaucoup plus facile quand vous allez consulter un avocat par après pour faire valoir vos droits, là. Donc, bon, ça, c'est l'hypothèque légale. Pour les plus vieux, qui s'appelait le privilège de la construction, il y a... Avant 94. Avant 94, et qui est devenu maintenant l'hypothèque. Et si l'entrepreneur ne me paie pas, parce que là, on a fait le processus, j'ai dénoncé, l'entrepreneur a été payé ou il n'est pas d'accord, ou il a été payé, mais bref, j'obtiens un jugement condamnant. Avant le jugement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypothèque légale, oui, il y a un délai. on a 30 jours pour la publier. Oui. Par la suite, l'entrepreneur a 6 mois pour exercer son préavis d'exercice, dans lequel il y a un 60 jours avant de soit demander de saisir le bâtiment va devoir s'adresser à la Cour pour vendre sous contrôle de justice ou prendre en paiement. Alors, donc, il y a énormément de délais. On a du temps quand même. Et c'est pour ça que je disais, sans faire de corporatif, adressez-vous à des juristes, là, c'est important. Donc, on dit, j'ai mon délai de 30 jours, les travaux sont terminés, parfait, tout est beau, il peut, pendant les 30 jours, et tout est terminé, là. Bon, justement, il n'y a pas des petits trucs, là, pour dire, je sais pas, quelqu'un... Je me souviens à une époque où on disait « Ah, j'ai pas posé la grille au 2e étage, les travaux sont pas terminés. » Quelle est la règle pour dire travaux terminés? La jurisprudence a beaucoup évolué au cours des dernières années parce que certains entrepreneurs, justement, faisaient exprès, gardaient un panneau de revêtement extérieur dans leur entrepôt en attendant que peut-être que... donc, non, ça ne fonctionne pas. La jurisprudence, les tribunaux sont venus encadrer ce stratagème-là en disant quand l'immeuble est prêt pour l'usage pour lequel il a été construit, le délai part. OK. Donc, j'ai ma maison, j'entre, c'est beau, tout fonctionne, mais il manque... S'il manque un petit panneau, une petite chose, ça pourrait être compliqué pour l'entrepreneur de démontrer la fin des travaux à ce moment-là. Toutefois, si vous avez fait construire en plein hiver, la maçonnerie n'a pas été faite sur votre propriété. C'est pas terminé. C'est vraiment pas terminé, là. Oui, vous êtes capable d'habiter la propriété, mais... Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas complétée, là, nécessairement, visiblement. Bon, OK. Alors, donc, je dis, je suis entré dans ma maison, le délai de 30 jours est expiré, j'ai fait affaire avec une firme de notaire. En fait, tous les notaires connaissent leur travail, toutes les vérifications ont été faites. Normalement, j'ai pas de problème. Normalement, non. Bon. Mais je me souviens que j'avais reçu une lettre, mais moi, j'ai mis ça dans mon dossier, là, maison, parce que mon entrepreneur, c'est une entreprise qui avait pignon sur rue. Et j'ai pas vraiment suivi. Puis là, parce que, le mettons de côté, est-ce que je me trompe en pensant, est-ce que c'est facile de passer à travers les filets du notaire? Est-ce qu'on voit ça fréquemment? C'est pas quelque chose de rare.
C'est pas OK. quelque chose de rare parce que comme elle est occulte, le notaire ne peut pas la voir. Non, mais est-ce que Et je m'excuse, je vous interromps, mais est-ce que le notaire se dit pas, ben là, c'est une construction neuve, est-ce que c'est son devoir à lui? Il faudrait poser la question au notaire, vous me diriez? Bien, dans un cas comme ça, En tout cas, on habituellement, parce que l'entrepreneur général peut signer une déclaration dans laquelle il affirme sous serment d'avoir payé l'ensemble de ses sous-traitants. Mais Bon. admettons que c'est pas vrai. Ah ouais, c'est une petite C'est déjà arrivé. passe-passe. C'est déjà OK. arrivé, là. Fait que là, je ne mets pas, entendons-nous, là, je ne mets pas la responsabilité au notaire. Non. Vous pouvez poser des questions à votre notaire. Posez des questions. Puis là, je suis en train de me dire, si vous nous écoutez, là, pas de panique. Ça a l'air compliqué. Je suis... Changez pas de chaîne non plus. Mais juste s'informer. Tout est correct, notaire, c'est beau, j'aurai pas de surprise. Ici, le bricoleur, il m'a envoyé une facture, 80 000. Vous êtes sûr que c'est payé? Oui, c'est beau. Je parlais à mon entrepreneur, il m'a dit que c'était beau. Mais disons que ça a passé. Le notaire fait son travail, tout le monde a fait son travail, puis je reçois ça. Est-ce que ça, j'ai une protection autre que la loi, là? Est-ce que je peux avoir une garantie pour ça? Est-ce qu'il existe des assurances pour dire, j'ai l'assurance du bâtiment, là, un problème de construction, puis bon, je suis couvert? Les notaires vendent ou proposent parfois à leurs clients des protections pour éviter ce genre de problématique-là. OK. Moi, ce que je recommande aux personnes, peut-être, quand ils vont communiquer avec le notaire pour faire la transaction, de voir si un produit comme ça serait utile dans les Approprié, circonstances, serait approprié à leurs besoins, d'avoir une assurance titre, si on veut, là, OK. pour être certain que si jamais il arrivait une problématique, qu'ils soient couverts, protégés, pour protéger le bien le plus important qu'ils ont acquis. Oui, là. parce que l'idée, c'est de pas vous faire peur puis de penser que tous les entrepreneurs généraux on les doit croche. Non, non, ils font leur travail. Il y en a quelques-uns, comme dans tous les corps de métier, qui se faufilent. À ce moment-là, il existe, on voit, là, il y a une toute sorte de protection, etc., qui est offerte. Donc, je répète encore, ne pas hésiter à une simple consultation chez un avocat ou chez un notaire, on va savoir. Puis là, il me reste quelques minutes. Justement, là, il y a un recours qui est pris. Oui. L'entrepreneur est poursuivi. Je présume, on poursuit l'entrepreneur. Si moi, je représente le bricoleur, je vais dire, tu as un contrat avec la compagnie XYZ, entrepreneur général, puis tu as dénoncé à monsieur et madame un tel. Alors, on poursuit tout le monde. En fait, l'entrepreneur va déposer une requête en délaissement pour faire vendre la propriété sous contrôle de justice. Bon. Et le particulier va devoir se débattre pour empêcher la vente. Donc, généralement, vont sortir des sous pour pouvoir faire enlever cette hypothèque-là, mais ça reste que cet investissement-là, vous venez d'acquérir une propriété. Est-ce que vous allez avoir le 80 000 disponible pour mettre dans un compte en fidéicommis pour 4-5 ans, le temps qu'il y ait un litige? C'est là qu'est la problématique. C'est coûteux, alors qu'une simple précaution de base aurait pu probablement permettre ça. Donc, à partir du moment qu'on reçoit cette dénonciation-là, il faut que la personne qui construit sa propriété s'assure d'obtenir... Le mot magique, c'est ça. S'assurer d'obtenir une quittance finale avant de payer l'entrepreneur général et ne pas se contenter d'une simple déclaration, mais demander les quittances des fournisseurs et des entrepreneurs qui ont contribué à la construction de la propriété. S'assurer que tout est fait. Justement, là, oui, puis vous faites bien de le rappeler, dans le cadre de l'exercice, puisque c'est une hypothèque, c'est donc un recours hypothécaire. Effectivement. Le créancier dit, moi, comme une banque, comme n'importe quelle institution financière, va dire, moi, on me doit 80 000 je ne suis pas payé. Il devra en faire la preuve. Et vous, monsieur et madame Untel, bien, je vous avais avisé telle date que j'avais un contrat. Je vous informe que je n'ai pas été payé. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà écrit pour vous le dire. Ça ne fonctionne pas, donc je prends un recours. Je veux faire vendre votre maison. Puis il y a même le produit de la vente, s'il en est, je vais me payer. Et voilà. Puis ça peut être aussi un recours personnel. Je peux aussi dire,
et vous serez condamné à me payer le surplus personnellement. Et je vous fais grâce des problématiques si vous avez un prêteur hypothécaire, la banque qui va voir une charge sur l'immeuble ne sera pas contente. On s'engage dans un dédale judiciaire qui n'est pas agréable, qui est stressant, alors que c'est supposé d'être un beau projet, c'est supposé d'être l'aboutissement d'un rêve d'acheter une propriété. Et là, puisqu'on a eu une note un peu négative par la force des choses, parce qu'on est ici pour vous aviser, je peux vous dire que comme avocat d'institutions financières depuis de très nombreuses années, c'est rare que ça arrive, heureusement. Mais ça arrive. Puis effectivement, un créancier hypothécaire, là, ça déclenche tout un processus le notaire. C'est fou ce que ça... Ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune à l'État aussi. Alors qu'au départ, une simple quittance. Oui. On se comprend. On se comprend. Donc, on se rappelle... Qu'est-ce que c'est une quittance? Document qui dit j'ai été payé, je ne dois plus rien, merci, bonjour. Puis on passe à un autre appel. Et voilà. Bon. Là, donc, finalement, ça s'est réglé notre affaire, j'ai ma maison, tout est beau. Dites-moi, on a parlé, peut-être en quelques mots, nous dire la garantie. Donc, il y a une garantie, il peut y avoir une garantie des maisons neuves, il y en a une. Oui, pour autant que vous ayez fait affaire avec un entrepreneur qui a sa licence de la Régie du bâtiment et qui est enregistré au programme de GCR. OK. Ça, c'est... Garantie de construction résidentielle. Il peut y avoir, ça, s'informer auprès du notaire, aussi une garantie de titre ou une garantie qui pourrait nous assurer qu'on a peut-être une protection, qu'il peut y avoir un produit. Ça doit exister, c'est sûr. Je sais que ça existe. Bon, ça existe. Alors, donc, ça, ce qui fait que, on sera tranquille. On aura peut-être ajouté un petit peu plus d'argent pour s'assurer que, mais c'est comme ça, les assurances. Hein? Et si, dans l'éventualité où les personnes ne seraient pas nécessairement confortables ou à l'aise, il y a toujours possibilité de faire affaire avec un professionnel qui va s'assurer d'obtenir les quittances pour vous, qui va s'assurer de votre sécurité, puis il va veiller à vous protéger avant la fin du processus. Excellent. Écoutez, on arrive à la fin déjà. Le temps passe vite, hein, charmante compagnie. Et la semaine prochaine, vous nous revenez. On parle de droit de la construction. Toujours de droit de la construction. Alors, mesdames et messieurs, revenez-nous la semaine prochaine à une autre émission de La Justice entre nous.